SOS Amitié, bonjour. SOS Amitié, bonjour. SOS Amitié, bonsoir. SOS Amitié, bonsoir. Ça a l'air d'être difficile là. On va attendre un petit peu. Vous pouvez continuer à... Si vous avez besoin de pleurer, n'hésitez pas. Je suis vice-présidente de SOS Amitié France, qui a donc ses locaux à Paris. Ici, vous êtes dans une antenne locale. Je suis écoutante, moi, au Havre, depuis 6 ans. Nous sommes la plus grosse association en termes de nombre de bénévoles et en termes de volumétrie d'écoute. 2000 bénévoles en France. Et donc, notre mission, c'est d'écouter les personnes qui nous appellent, que nous, on appelle les appelants, et desserrer l'angoisse des personnes qui la subissent, alors par téléphone, par chat ou par messagerie. Et nous sommes donc dans le cadre de la prévention du suicide, même si nous sommes bien en amont de la crise suicidaire, les écoutes que nous faisons concourent à baisser le mal-être des personnes. Suicide Écoute est né il y a 30 ans, dédié non pas à l'accueil physique, mais à l'écoute téléphonique. Et du coup, quelles sont les missions de Suicide Écoute ? Vous en avez une première, c'est l'écoute. Alors c'est l'écoute, mais c'est la prévention du suicide, directement, mais également tout ce qui touche la souffrance des personnes, souffrance qui s'exprime par des troubles de comportement, par de l'angoisse. Le Suicide Écoute permet, par cette écoute justement, de desserrer l'étau lourd de l'angoisse. Ça répond également aux préoccupations des tiers, qui sont bien sûr marquées par les événements liés au suicide ou aux tentatives de suicide. J'ai créé cette association 7 ans après le suicide de mon fils. Ça a été comme une révélation. Je n'avais pas vu son mal-être, je ne l'avais pas compris. J'attendais que ça passe parce que je crois que c'était une crise de l'adolescence. Comme un voile qui s'est levé, j'ai compris ce qu'avait été sa souffrance et qu'il n'avait pas pu exprimer. Et à qui elle s'adresse ? Pour qui vous l'avez créée, cette association ? Alors, dans un premier temps, c'était surtout les adultes, partant du principe que ce sont les parents, en premier lieu, qui sont responsables du développement de leur enfant, mais aussi tous ceux qui ont un rôle à jouer, l'éducation nationale, les professeurs, etc. Notre mission, c'est de prévenir, accompagner et soutenir les jeunes en souffrance et leurs familles. Notre action va de la prévention à la postvention en passant par l'accompagnement, avec différents pôles. Ligne d'écoute Faire Enfant Parents, bonjour. Oui, bonjour, je vous appelle par rapport à mon fils. Alors dites-moi un petit peu, qu'est-ce que vous entendez par là ? Alors on a tout d'abord un pôle d'aide à distance avec une ligne d'écoute qui est ouverte de 10h à 17h du lundi au vendredi, qui est tenue par des psychologues. On a aussi une adresse mail, ça va ou pas. Là, ce sont essentiellement des jeunes qui nous écrivent parce que ça répond à un besoin d'immédiateté. Et le chat, c'est tout nouveau. On a le chat depuis décembre 2023. Donc là, c'est essentiellement aussi les jeunes qui nous sollicitent, en général des jeunes qui sont en crise suicidaire, qui utilisent ce canal-là. À l'espace d'accueil et d'écoute, on propose des suivis psychologiques non payants, avec aucune limite de temps. Ça peut être des consultations individuelles pour les jeunes, des consultations parentales, on fait du soutien à la parentalité. Ça peut être des consultations familiales. Le Trèfle 2.0 est une association d'écoute et de soutien moral sur l'application de Discord. Il y a une plage horaire de 20h à 23h, 7 jours sur 7. On va surtout prendre la problématique de la crise suicidaire des jeunes. On a été créé le 9 septembre 2020, pendant la période Covid, même si ça n'a pas été l'élément déclencheur de cette création de l'association, ça a plutôt précipité les choses. Pourquoi vous avez choisi d'utiliser cette application ou ce réseau social ? De base, Discord, c'est un réseau social qui a été créé par et pour des joueurs en ligne. L'application Discord est souvent utilisée par des jeunes. L'idée, c'était de créer, non pas une énième association d'écoute classique, même si elles sont très importantes. L'idée, c'était de créer vraiment une association dédiée pour des personnes qui n'oseraient pas forcément aller vers des associations existantes. Donc, on est directement chez eux. Et c'est vraiment ça le plus important, sans se substituer aux autres structures existantes. À qui ça s'adresse ? Quel est le type de public que vous visez avec l'association ? 14-24 ans à peu près, c'est la tranche d'âge que nous on a majoritairement dans les écoutes. On peut avoir beaucoup plus jeunes, même bien plus âgés aussi, donc c'est pas du tout réservé aux jeunes, mais c'est la tranche d'âge effectivement qui vient plus régulièrement. Le fait que ce soit par chat, sur des horaires définis, même si on a aussi la possibilité de pouvoir s'appeler, c'est
un moment où ils peuvent être discrets plutôt que d'appeler parce qu'ils sont souvent chez leurs parents. Et encore une fois, c'est leur application. La pérédance, c'est des personnes qui ont vécu des troubles psychiques et ou des addictions et ou des troubles du spectre de l'autisme et qui se sont rétablis et qui, grâce à leur propre expérience, vont aider leur père, donc les personnes qui vivent les mêmes choses, PAIRS, à cheminer dans leur propre rétablissement. Ça a matché tout de suite. Ça correspondait en tout point à ce que je voulais et finalement c'est ce que je faisais à l'époque où j'étais malade. Mais la pérédance est en cela différente de l'entraide mutuelle qu'on peut voir dans les services de soins. C'est-à-dire que deux personnes qui s'entraident mais qui vont pas bien, le risque c'est que l'une entraîne l'autre, etc. Forcément. Là, la pérédance, c'est vraiment une personne qui va mieux, qui s'est rétablie et qui va accompagner une personne qui, elle, va moins bien ou pas bien à se rétablir. Donc, ni une ni deux, quand je suis sortie de l'entretien, j'ai cherché les formations qui existaient, mais vraiment, comme ça. C'est peut-être un tabou, mais justement, est-ce qu'en tant que père aidant, on peut encore avoir des idées suicidaires et comment on réagit si c'est le cas, par exemple ? Oui, on peut. Il faut distinguer la guérison du rétablissement. Le rétablissement, c'est vivre avec la maladie. Parce qu'une partie des troubles psychiques, certains sont des troubles chroniques, donc on ne guérit pas. Donc c'est comment on fait avec ces fragilités psychiques pour avoir une vie, disons, entre guillemets, le plus normale possible. Que ça ait le moins d'impact. Donc c'est plutôt qu'on est armé pour faire face à nos propres fragilités. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on ne rechute pas. Il y a des rechutes en pérédance. Donc moi je dis toujours, je vis avec des fragilités inhérentes à mon propre parcours. Je suis en rétablissement, mais par contre je suis armée pour faire face.